Un millionnaire célèbre, la plus grande réussite de sa carrière entourée de luxe et d'applaudissements. Mais tout change lorsqu'une jeune fille affamée se présente et lui demande le reste de son assiette. Il la suit dans une ruelle et ce qu'il découvre change complètement sa vie. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire depuis quelle ville vous nous regardez. On continue l'aventure. Le restaurant Le Grand Véfour brillait de mille feux ce soir-là, comme une île de luxe au cœur du Palais Royal à Paris. Mathieu Devreux, 45 ans, fondateur de Devrotech, l'une des plus importantes entreprises technologiques d'Europe, contemplait d'un œil distrait la coupe de champagne posée devant lui. La bulle dorée reflétait les lustres en cristal qui scintillaient au-dessus de sa tête, créant un jeu de lumière presque hypnotique. « À votre succès, monsieur Devreux », lança Antoine Mercier, directeur d'une multinationale qui venait de signer un contrat de plusieurs milliards d'euros avec lui. Ce partenariat va révolutionner l'industrie. Mathieu sourit mécaniquement, levant son verre pour trinquer. Son visage sculpté par les années affichait cette expression de satisfaction calculée qu'il avait perfectionnée au fil des négociations. À cet instant précis, dans ce restaurant historique où les plus grands noms de France s'étaient attablés depuis plus de 2 siècles, Mathieu Devreux était au sommet de sa réussite professionnelle. Pourtant, derrière ce masque de triomphe, un vide immense le consumait depuis des années. Une solitude qui ne faisait que s'intensifier à chaque nouveau succès, comme si chaque marche gravie vers le sommet l'éloignait davantage de quelque chose d'essentiel qu'il ne parvenait pas à nommer. « Le menu dégustation vous convient-il, messieurs ?» demanda le chef sommelier en leur présentant une carte des vins reliés de cuir. Les plats se succédaient, œuvres d'art culinaire que Mathieu mangeait sans réellement les savourer. Les conversations tournaient autour des marchés financiers, des prochaines acquisitions, des stratégies d'expansion. Des mots, toujours des mots, qui résonnaient comme un bruit de fond familier auquel il répondait par automatisme. En 20 ans, il avait transformé une idée née dans un garage de la banlieue parisienne en un empire technologique, employant des milliers de personnes. Ces innovations avaient changé la façon dont le monde communiquait. Sa fortune personnelle dépassait l'entendement. Et pourtant, rentrant chaque soir dans son penthouse des Champs-Élysées, il se sentait comme un étranger dans sa propre vie. Alors Mathieu, quels sont vos projets maintenant? Une nouvelle acquisition? Une expansion vers l'Asie peut-être? Demanda l'un des convives en découpant délicatement son filet de bœuf Rossini. Mathieu allait répondre lorsque son regard fut attiré par une silhouette derrière la vitre du restaurant. Une enfant, probablement pas plus de 12 ans, se tenait immobile sur le trottoir, observant intensément l'intérieur. Ce n'était pas l'élégance du lieu qu'elle contemplait, mais la nourriture sur les tables. Ses yeux d'un bleu profond et mélancolique semblaient contenir une sagesse déplacée pour son âge. Ses cheveux châtains, attachés en une queue, de cheval improvisé encadraient un visage fin aux joues creusées. Mathieu se figea, incapable de détourner son regard. Il y avait quelque chose dans cet enfant qui le troublait profondément. Non pas seulement la faim évidente qui se lisait sur son visage, mais une détermination, une dignité qui contrastait avec sa situation apparente. « Mathieu, vous, t'es toujours parmi nous ?» La voix d'Antoine le ramena brutalement à la conversation. « Pardonnez-moi, j'ai été distrait. » murmura-t-il en reprenant ses esprits. Mais lorsqu'il retourna son attention vers la fenêtre, la fillette avait disparu. Un étrange sentiment de perte l'envahit, comme si cette brève apparition avait réveillé quelque chose d'enfoui en lui. La soirée continua, les discussions reprenant leur cours, mais Mathieu n'arrivait plus à se concentrer. Soudain, alors que le dessert était servi, une création exquise mêlant chocolat grand cru et fruits exotiques, Mathieu aperçut de nouveau l'enfant. Cette fois, elle était entrée dans le restaurant. D'un pas décidé mais hésitant, elle se dirigeait vers leur table, ignorant le maître d'hôtel qui tentait discrètement de l'intercepter. « Excusez-moi, monsieur », dit-elle d'une voix douce mais ferme en s'adressant directement à Mathieu. Son français était impeccable, teinté d'un léger accent des faubourgs parisiens. « Je ne veux pas vous déranger, mais... » Un silence embarrassé s'abattit sur la table. Antoine fronça les sourcils, visiblement agacé par cette interruption. Le maître d'hôtel s'approcha, prêt à escorter la jeune intruse vers la sortie. « Je peux vous aider ?» demanda Mathieu, surprenant ses convives par la douceur inhabituelle de sa voix.
La fillette hésita un instant, puis redressant les épaules dans un geste de dignité touchante. « Je me demandais si, quand vous aurez terminé, s'il vous restait de la nourriture que vous ne comptez pas manger, si je pourrais peut-être la prendre ?» Ce n'était pas une mendicité ordinaire. Il y avait dans sa demande une politesse, presque une élégance qui contrastait avec sa situation évidente. Ses vêtements, bien que propres, étaient usés. Ses chaussures montraient des signes d'usure avancée. « Mademoiselle, ce n'est pas… » commença le maître d'hôtel, mais Mathieu l'interrompit d'un geste. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Élise, monsieur. »« Eh bien, Élise, j'ai à peine touché à mon dessert, et je crois que mes collègues non plus, n'est-ce pas, messieurs » ajouta-t-il en jetant un regard circulaire à la table qui força ses convives à acquiescer malgré leur malaise évident. Mathieu fit signe au serveur d'emballer non seulement les desserts, mais également plusieurs plats qui n'avaient été que partiellement consommés. Antoine lui lança un regard interrogateur mais n'osa rien dire. La réputation de Mathieu Devreux comme homme d'affaires impitoyable rendait ce geste de générosité d'autant plus déroutant. Lorsque le serveur revint avec un sac contenant la nourriture soigneusement emballée, Élise le prit avec une révérence presque cérémonielle. « Merci, monsieur, je… » Elle s'interrompit comme si les mots lui manquaient, puis simplement « Merci ». Mathieu s'attendait à ce qu'elle ouvre immédiatement le sac pour manger, mais à sa grande surprise, elle le rangea précautionneusement dans un vieux sac en plastique qu'elle sortit de sa poche. Puis, avec un dernier regard empreint d'une gratitude silencieuse, elle quitta le restaurant aussi discrètement qu'elle y était entrée. La conversation reprit, mais Mathieu n'écoutait plus. Son esprit était entièrement occupé par cette étrange rencontre. Pourquoi cette enfant ne mangeait-elle pas sur place ? Où allait-elle avec cette nourriture? Et surtout, pourquoi se sentait-il si profondément touché par cette brève interaction? « Veuillez m'excuser un moment », dit-il en se levant brusquement de table, laissant ses convives stupéfaits. Il traversa rapidement le restaurant, ignorant les regards surpris des autres clients, et sortit dans la fraîcheur du soir parisien. La rue était animée, comme toujours dans ce quartier prisé de la capitale. Il scruta la foule, cherchant la silhouette frêle d'Élise. Il l'aperçut enfin, s'éloignant d'un pas rapide vers les jardins du Palais Royal. Sans réfléchir, mu par une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même, Mathieu se mit à la suivre. Il gardait une distance respectueuse, se demandant ce qui le poussait à agir ainsi. Était-ce de la curiosité, de la préoccupation, ou quelque chose de plus profond, un écho lointain de sa propre histoire qu'il avait passé des décennies à enfouir sous le poids du succès et de l'ambition? Élise traversa les jardins, puis s'engagea dans des rues de moins en moins fréquentées. Le quartier changeait progressivement, passant de l'opulence du centre historique à des zones plus populaires. Mathieu continuait de la suivre, son costume haut de gamme attirant des regards curieux dans ce quartier, où il détonnait clairement. Élise s'arrêta finalement devant un immeuble ancien de Belleville, l'un de ces bâtiments qui avaient survécu à la gentrification du quartier, vestige d'un Paris populaire en voie de disparition. Au lieu d'entrer par la porte principale, elle contourna l'édifice et s'engouffra dans une ruelle étroite qui menait à une arrière-cour. Mathieu hésita. La nuit était tombée complètement maintenant, et les lampadaires projetaient des ombres inquiétantes sur les murs décrépits. Que faisait-il là, au juste? Lui, Mathieu Devreux, poursuivant une enfant inconnue dans un quartier où sa Patek Philippe valait probablement plus que le loyer annuel de certains appartements, il s'apprêtait à faire demi-tour, à retourner vers le confort rassurant de son monde, quand un bruit attira son attention. Une voix, celle d'Élise. « Sophie, réveille-toi. Regarde ce que j'ai apporté. » Sophie? La voix de l'enfant était teintée d'une urgence qui le figea sur place. Il s'approcha silencieusement et jeta un coup d'œil dans la cour intérieure. La scène qui s'offrit à lui le frappa comme un coup physique. Dans un recoin abrité par un auvent délabré, Élise était agenouillée près d'une forme allongée sur un matelas de fortune fait de carton aplati. Une petite fille, qui ne devait pas avoir plus de 7 ans, gisait immobile, enveloppée dans plusieurs couvertures élimées. Son visage pâle, encadré par des boucles blondes emmêlées, présentait une beauté fragile et maladive. « Sophie, s'il te plaît, j'ai de la nourriture. De la vraie nourriture cette fois. Regarde, c'est… »
comme dans les histoires de Mamie Claudette. Tu te souviens, la princesse qui goûtait des mets magiques et se réveillait de son long sommeil. Élise déballait fébrilement les contenants du restaurant, disposant avec un soin presque cérémoniel les plats devant sa sœur qui ne réagissait pas. La scène était d'une intimité si déchirante que Mathieu se sentit comme un intrus. Pourtant, il ne pouvait détourner le regard. L'enfant plus jeune semblait malade, peut-être gravement. « Sophie, juste une bouchée, s'il te plaît. Tu dois manger pour reprendre des forces. » Mathieu observa avec une angoisse croissante les tentatives d'Élise pour nourrir sa sœur. La petite Sophie entr'ouvrit faiblement les yeux, mais ne semblait pas avoir la force de se redresser. Sa respiration était laborieuse, et même dans la pénombre, Mathieu pouvait distinguer des taches de fièvre sur ses joues. Il n'hésita plus. Sortant de l'ombre, il s'avança dans la cour. Élise sursauta violemment en l'apercevant, se plaçant instinctivement devant sa sœur dans un geste protecteur. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle d'une voix où la peur le disputait à la colère. « Vous m'avez suivi ?»« Pardonne-moi, je ne voulais pas t'effrayer. » Répondit Mathieu en gardant ses distances pour ne pas l'alarmer davantage. « Je m'inquiétais. Ta sœur a besoin d'un médecin, n'est-ce pas ?» Le visage d'Élise se ferma, méfiant. « On n'a pas besoin d'aide. Elle va mieux. Elle a juste besoin de repos. » Mais même dans la faible lumière, le mensonge était transparent. Sophie n'allait pas bien du tout. Sa respiration était de plus en plus laborieuse et ses lèvres avaient pris une teinte bleuâtre inquiétante. « Élise, dit doucement, Mathieu utilisant son prénom pour établir une connexion, « Je vois bien que ta sœur est très malade. Laisse-moi appeler une ambulance. Je paierai tous les soins dont elle a besoin. » « On n'a pas d'argent pour rembourser, » répliqua Élise, toujours sur la défensive. « Tu n'auras rien à rembourser. Je te donne ma parole. » Une quinte de toux violente secoua soudain le corps frêle de Sophie, résolvant le dilemme d'Élise. La peur se transforma en panique. Sur son visage. « D'accord, appelez-les. Mais je reste avec elle tout le temps. » Mathieu hocha la tête et sortit son téléphone. En quelques minutes, il avait non seulement contacté les services d'urgence, mais aussi son médecin personnel, le docteur Laurent Fabre, l'un des meilleurs pédiatres de Paris. Utilisant son influence, il s'assura que l'ambulance arriverait rapidement et que Sophie serait admise dans la meilleure clinique privée de la capitale. En attendant les secours, un silence tendu s'installa. Mathieu se tenait à distance respectueuse, observant Élise, qui murmurait des paroles réconfortantes à sa sœur. Il fut frappé par la maturité de cet enfant, par sa façon de prendre soin de Sophie avec des gestes qui semblaient appartenir à quelqu'un de bien plus âgé. « Depuis combien de temps est-elle malade ?» demanda-t-il doucement. Élise hésita avant de répondre. « 3 jours. Au début, c'était juste un rhume, puis elle a commencé à avoir très chaud, très froid. Elle ne mange presque plus. Et vos parents ?» La question était délicate, mais nécessaire. Le visage d'Élise se ferma instantanément. « Notre père est absent depuis longtemps. Et votre mère ?»« Partie. » Le mot tomba comme une pierre dans un puits. Élise détourna le regard, caressant les cheveux de sa sœur d'un geste presque maternel. « Qui s'occupe de... vous alors ?» C'était Mamie Claudette, mais elle n'est plus là. Élise semblait soigneusement éviter certains mots, comme si les prononcer rendrait la réalité encore plus douloureuse. Mathieu allait poser une autre question, quand les sirènes de l'ambulance se firent entendre. Bientôt, la cour fut envahie par les lumières clignotantes et le personnel médical. Élise refusa de lâcher la main de sa sœur, même quand les ambulanciers installèrent Sophie sur un brancard. « Je viens avec elle », déclara-t-elle, d'un ton qui n'admettait aucune discussion. « Bien sûr », acquiesça l'un des ambulanciers, « tu es de la famille, tu peux l'accompagner. » Alors que Sophie était chargée dans l'ambulance, Élise se tourna vers Mathieu qui se tenait un peu en retrait. Pour la première fois, son regard n'était plus empli de méfiance, mais d'une gratitude prudente. « Vous venez aussi ?» demanda-t-elle, le surprenant par cette invitation inattendue. Mathieu n'hésita qu'une seconde. « Oui, je viens. » Le trajet jusqu'à la clinique se déroula dans un silence ponctué uniquement par les bips des appareils médicaux et les paroles rassurantes des ambulanciers. Élise ne lâchait pas la main de Sophie, lui murmurant des encouragements constants. Mathieu observait cette dévotion avec un mélange d'admiration et de tristesse. Qui étaient ces enfants? Comment en étaient-elles? Arrivées?
Là, à leur arrivée à la clinique Saint-Joseph, l'un des établissements les plus prestigieux de Paris, le docteur Fabre les attendait déjà. Mathieu l'avait prévenu de la situation et le médecin avait immédiatement préparé une équipe pour prendre en charge la petite Sophie. « Monsieur Devreux », salua le médecin avec un hochement de tête respectueux avant de se tourner vers la petite patiente. Son professionnalisme prit immédiatement le dessus sur l'étonnement de voir le célèbre entrepreneur accompagner 2 enfants visiblement issus d'un milieu défavorisé. Sophie fut rapidement emmenée dans une salle d'examen. Élise, toujours, à ses côtés, refusant catégoriquement d'être séparée de sa sœur. Mathieu resta dans le couloir, soudain incertain de sa place dans ce drame qui se déroulait devant lui. Pourquoi se sentait-il si concerné par le sort de ces 2 enfants qu'il venait à peine de rencontrer? Après ce qui sembla une éternité, le docteur Fabre sortit de la salle d'examen, le visage grave mais pas alarmiste. « Comment va-t-elle » demanda immédiatement Mathieu. « Elle souffre d'une pneumonie sévère, compliquée par un état de malnutrition et d'épuisement. » Serme expliqua le médecin à voix basse. « Nous allons la garder en observation, commencer un traitement antibiotique intensif et une réhydratation. Elle est stable pour le moment, mais les prochaines 48 heures seront cruciales. » Mathieu acquiesça, soulagé que la situation, bien que sérieuse, ne soit pas désespérée. « Faites tout ce qui est nécessaire, docteur. Les frais ne sont pas un problème. » Le docteur Fabre hésita avant d'ajouter « Monsieur Devreux, je dois vous informer que dans ce genre de situation, avec des mineurs apparemment sans tutelle légale, nous sommes tenus de contacter les services sociaux. » Cette perspective fit naître une inquiétude inattendue chez Mathieu. L'idée que ses enfants puissent être séparés, placés dans le système, il secoua la tête. « Je comprends, docteur, mais pouvons-nous attendre que la petite soit stabilisée ? Je voudrais d'abord parler avec sa sœur, comprendre leur situation. » Le médecin sembla peser le pour et le contre avant d'acquiescer. « Très bien. Étant, donnez votre position, je peux retarder le signalement de 24 heures, pas plus. » « Merci, docteur. » Lorsque Mathieu fut autorisé à entrer dans la chambre où Sophie avait été installée, il trouva Élise assise au bord du lit, tenant toujours la main de sa sœur qui dormait maintenant paisiblement, un masque à oxygène sur le visage et une perfusion dans le bras. « Les médecins disent qu'elle va aller mieux, » dit-il doucement. En s'approchant, Élise hocha la tête sans quitter sa sœur des yeux. « Je sais, je l'ai toujours su. Sophie est forte, plus forte qu'elle n'en a l'air. » Mathieu s'assit sur une chaise à côté du lit, respectant l'espace d'Élise. Un silence s'installa, non pas inconfortable, mais chargé de questions non posées. « Merci, » dit finalement Élise, brisant le silence, « pour avoir appelé les médecins, pour tout ça. » Elle fit un geste englobant la chambre d'hôpital privée, luxueuse selon les standards médicaux. « C'est normal, » répondit simplement Mathieu. « Non, ça ne l'est pas, » rétorqua Élise avec une maturité déconcertante. « Les gens comme vous ne font pas ce genre de choses pour des gens comme nous, pas sans raison. La franchise de l'enfant le prit au dépourvu. Les gens comme moi, les riches, les puissants, ceux qui passent devant nous sans nous voir. » Ces mots frappèrent Mathieu comme une accusation, d'autant plus douloureuse qu'elle était justifiée. Combien de fois avait-il traversé Paris sans vraiment voir ceux qui vivaient dans ses marges? « Tu as raison, » admit-il. Mais parfois, il suffit d'un regard pour changer les choses. Élise le dévisagea longuement, comme si elle cherchait à lire en lui. Puis, lentement, elle sortit de la poche de son jean usé un petit médaillon en argent terni. C'était à notre grand-mère, mamie Claudette, la seule photo que nous avons d'elle. Elle ouvrit le médaillon et le tendit à Mathieu. À l'intérieur, une minuscule photographie en noir et blanc montrait une femme d'âge moyen, au sourire chaleureux, aux yeux rieurs, entourés de fines rides d'expression. Mathieu prit délicatement le médaillon, et lorsque son regard se posa sur le visage de la femme, le monde sembla s'arrêter de tourner. Une sensation de vertige le submergea. Ses yeux, ce sourire, impossible. « Claudette, Claudette Moreau » murmura-t-il, la voix soudain rauque d'émotion. Élise écarquilla les yeux de surprise. « Vous connaissiez notre grand-mère. » Le visage de Mathieu avait perdu toute couleur. Ses mains, habituellement si assurées, tremblaient légèrement en tenant le médaillon. Le monde autour de lui semblait soudain lointain,
comme si le temps lui-même s'était suspendu dans cette chambre d'hôpital aseptisée. « Monsieur ?» La voix d'Élise le ramena brutalement à la réalité. « Comment connaissiez-vous Mamie Claudette ?» Mathieu referma doucement le médaillon, le rendant à la fillette avec une délicatesse presque révérencieuse. Comment expliquer à cette enfant que la femme qu'elle appelait grand-mère avait été autrefois sa propre bouée de sauvetage? « C'est une longue histoire, » dit-il finalement, la voix rauque d'émotion. « Une histoire qui remonte à très loin. » Élise serra le médaillon contre sa poitrine, le regard soudain plus intense. « Nous avons toute la nuit, » répondit-elle, simplement désignant d'un geste sa sœur endormie. Mathieu prit une profonde inspiration. Par où commencer? Comment condenser en quelques phrases une dette qu'il n'avait jamais pu rembourser? « Ta grand-mère était institutrice à Belleville, n'est-ce pas ?» Élise acquiesça. « Oui, pendant plus de 30 ans. Tout le monde l'adorait dans le quartier. Elle aidait tout le monde, même après sa retraite. Elle n'a jamais cessé d'enseigner en réalité, » murmura Mathieu, plus pour lui-même que pour Élise, même après avoir quitté l'école. Un souvenir remonta à la surface de sa mémoire, aussi vif qu'une photographie. Une petite salle au sous-sol d'un immeuble de Belleville, des livres empilés contre les murs, et Claudette Moreau, plus jeune mais avec ce même sourire bienveillant, apprenant à lire à des enfants que le système avait déjà abandonnés. « Quand j'avais à peu près ton âge, » commença-t-il lentement, « j'étais perdu. Ma mère était partie, mon père. » Il hésita, cherchant les mots justes pour décrire l'homme violent et alcoolique qu'il avait élevé dans la peur. « Mon père n'était pas quelqu'un de bien. Je passais la plupart de mon temps dans la rue, à éviter de rentrer à la maison. » Élise l'écoutait sans l'interrompre, ses grands yeux bleus fixés sur lui avec une intensité dérangeante. « Un jour, j'ai essayé de voler un livre à la bibliothèque municipale. Pas pour le revendre, juste pour le lire. Ta grand-mère m'a surpris. Mais au lieu de me dénoncer, elle m'a invité à la suivre. Elle m'a emmené dans ce qu'elle appelait son école secrète, un endroit où elle donnait des cours gratuits aux enfants du quartier après ses heures de travail. » Le visage d'Élise s'illumina de reconnaissance. L'atelier des mots. Elle nous en parlait souvent. Elle disait que c'était son plus grand trésor. Mathieu sourit, touché par cette mémoire partagée. C'est là qu'elle m'a vraiment appris à lire, à écrire. Mais surtout, c'est là qu'elle m'a appris à croire en moi-même. Les souvenirs affluaient maintenant, comme un barrage qui cède sous la pression. Les après-midi passés à déchiffrer des romans, les problèmes de mathématiques résolus ensemble, les sandwichs partagés quand son estomac grondait trop, fort les mains douces de Claudette soignant ses blessures, les jours où son père avait bu plus que d'habitude. « Elle m'a sauvé. » Chance, dit-il simplement. « Sans elle, je serais probablement devenu comme mon père, ou pire. »« Comment vous appeliez-vous avant ?» demanda Élise, percevant intuitivement que l'homme en face d'elle n'avait pas toujours été Mathieu Devreux, le magnate de la technologie. Mathieu Dubois. Un gamin des rues de Belleville qui n'avait aucun avenir, jusqu'à ce que ta grand-mère lui montre qu'il pouvait être plus que ce que le monde attendait de lui. Le silence retomba dans la chambre, uniquement rompu par le bip régulier des machines veillant sur Sophie. Élise semblait digérer ces informations, son regard allant du visage de Mathieu à celui de sa sœur endormie. « Elle vous a aidé comme elle nous a aidés, » dit-elle finalement, « quand notre père est parti et que notre mère a commencé à... » Elle s'interrompit, cherchant visiblement ses mots. « À avoir des problèmes ?» suggéra doucement Mathieu. Élise hocha la tête. « Des problèmes ? Avec des médicaments qui n'étaient pas vraiment des médicaments. Elle disparaissait pendant des jours, puis elle est partie pour de bon, il y a 6 mois. Mamie Claudette s'est occupée de nous. Elle nous a gardés à l'école, nous a fait croire que tout irait bien. Et quand est-elle ?» Mathieu s'arrêta, se rappelant la consigne de ne pas mentionner directement la mort. « Partie rejoindre les étoiles ?» compléta Élise, avec une poésie touchante. « Il y a 3 semaines. Un arrêt du cœur, ont dit les médecins. C'était pendant son sommeil. Elle n'a pas souffert. » Elle prononça ces derniers mots comme si on les lui avait répétés. Un mantra censé adoucir, une douleur impossible à apaiser. Nous sommes restés dans son appartement aussi longtemps que possible, mais les propriétaires sont venus avec des papiers. Ils ont dit que sans mamie, nous ne pouvions plus rester. Nous avons pris ce que nous pouvions porter et vous vous êtes retrouvés à la rue, conclut Mathieu, le cœur serré. J'ai essayé de trouver du travail, poursuivit Élise avec une fierté qui émut Mathieu.
pour acheter de la nourriture, mais personne ne veut embaucher une fille de 12 ans. J'ai vendu quelques bijoux de mamie, mais pas celui-ci. Elle serra à nouveau le médaillon. Jamais celui-ci. Mathieu se sentit submergé par une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Une colère sourde contre l'injustice du monde, mêlée à une honte profonde. Claudette Moreau avait continué à aider les autres jusqu'à la fin. Et lui, qu'avait-il fait? Pourquoi n'avez-vous pas contacté les services sociaux? Demanda-t-il, sachant déjà la réponse. Ils nous auraient séparés, répondit Élise avec une certitude absolue. Sophie et moi, nous sommes tout ce qui nous reste l'une pour l'autre. Je lui ai promis que nous resterions toujours ensemble. Une promesse que Mathieu comprenait trop bien. Lui aussi aurait tout fait pour éviter d'être séparé de la seule personne qui comptait vraiment pour lui. Mais les circonstances étaient différentes maintenant. Les services sociaux seraient à bientôt informés, et sans intervention, les sœurs seraient effectivement séparées et placées dans le système. À moins que... Une idée commençait à germer dans l'esprit de Mathieu. Une idée folle, improbable, qui aurait semblé absurde à quiconque connaissait sa vie soigneusement organisée et solitaire. Et pourtant, face à ses enfants, face aux souvenirs de Claudette Moreau, cette idée semblait la seule option possible. « Élise, » dit-il avec une douceur inhabituelle dans sa voix, « que dirais-tu si je vous proposais un endroit où rester pendant que Sophie se rétablit, un endroit où vous seriez en sécurité, ensemble ?» La méfiance revint instantanément dans le regard de l'enfant. « Quel genre d'endroit ?»« Ma maison, j'ai un appartement sur les Champs-Élysées. Il est grand, beaucoup trop grand pour une seule personne. Vous y auriez chacune votre chambre, de la nourriture, tout ce dont vous avez besoin pendant que nous... » Il s'interrompit, incertain de la suite. « Pendant que nous, quoi ?» insista Élise, soudain sur ses gardes. Mathieu choisit la voie, de l'honnêteté. « Pendant que nous cherchons une solution plus permanente. Je ne te mentirai pas, Élise. Dans 24 heures, les médecins devront informer les services sociaux de votre situation. Mais si vous êtes sous ma responsabilité temporaire, cela nous donnera du temps pour trouver une solution qui vous permettra de rester ensemble. » Élise le dévisagea longuement, évaluant la sincérité de ses paroles. « Pourquoi feriez-vous cela? Vous ne nous connaissez même pas. » La question était légitime. Pourquoi, en effet? Mathieu lui-même n'était pas sûr de comprendre l'impulsion qui le poussait à s'impliquer ainsi dans la vie de ses enfants. Était-ce simplement une dette envers Claudette Moreau, ou quelque chose de plus profond, un besoin de connexion humaine qu'il avait trop longtemps ignoré? « Ta grand-mère m'a aidé quand personne d'autre ne le voulait, » répondit-il finalement. « Elle m'a donné une chance de devenir quelqu'un de meilleur. Je n'ai jamais pu la remercier pour cela. Peut-être est-ce ma façon de le faire maintenant. » Cette réponse sembla satisfaire Élise, du moins partiellement. « Et si nous acceptons, qu'attendez-vous en retour ?» La question, à nouveau, le surprit par sa maturité. À 12 ans, cet enfant avait déjà appris la dure leçon que rien n'était jamais vraiment gratuit. « Rien, » affirma Mathieu. « Absolument rien. Je veux juste vous aider, comme ta grand-mère m'a aidé autrefois. » Un nouveau silence s'installa, Élise regardant alternativement sa sœur endormie et cet homme étrange qui proposait de bouleverser leur existence. Finalement, elle hocha lentement la tête. « D'accord, » dit-elle avec une gravité qui n'appartenait pas à son âge. « Nous viendrons chez vous, mais seulement jusqu'à ce que Sophie aille mieux. Ensuite, nous verrons. » Mathieu acquiesça, respectant cette décision prudente. C'est entendu. À cet instant, son téléphone vibra. Une série de messages s'affichait sur l'écran, rappel d'une vie qu'il avait momentanément oubliée. Des réunions manquées, des appels urgents, des décisions attendant sa validation. Le monde de Mathieu Devreux, PDG, continuait de tourner, indifférent au drame personnel qui se jouait dans cette chambre d'hôpital. « Je dois passer quelques coups de fil, » dit-il en se levant. « Tu devrais te reposer aussi. Sophie aura besoin de toi quand elle se réveillera. » Élise acquiesça, mais ne fit aucun geste pour s'allonger sur le lit d'appoint que les infirmières avaient installé près de celui de Sophie. Elle restait assise, vigilante, comme si elle craignait que sa sœur ou cet espoir fragile ne disparaisse, si elle relâchait son attention, ne serait-ce qu'un instant. Mathieu sortit dans le couloir et s'éloigna de quelques pas avant de commencer à répondre aux messages, les plus urgents. Il contacta d'abord son assistante personnelle, Juliette Mercier, une femme d'une efficacité redoutable qui gérait sa vie professionnelle depuis plus de 10 ans. « Mathieu,
Où êtes-vous » La voix de Juliette trahissait une inquiétude rare. « Antoine Mercier a appelé 5 fois. Vous avez disparu en plein milieu du dîner de signature. »« Juliette, j'ai besoin que vous annuliez tous mes rendez-vous pour les prochains jours, » répondit-il, ignorant la question. Un silence stupéfait accueillit cette demande. En 15 ans de carrière, Mathieu Devreux n'avait jamais annulé une journée entière de travail, pas même lorsqu'il avait contracté une pneumonie 3 ans auparavant. « Tous vos rendez-vous » répéta Juliette, incrédule. « Mais la réunion du conseil d'administration demain, le déjeuner avec le ministre, la présentation du nouveau prototype. Tout, Juliette. Reportez, déléguez, faites ce qui est nécessaire. Mathieu, êtes-vous... Tout va bien » demanda son assistante, abandonnant le professionnalisme pour une inquiétude sincère. Mathieu regarda à travers la vitre de la chambre d'hôpital. Élise avait finalement cédé à l'épuisement et s'était endormie, la tête posée sur le bord du lit de Sophie, sa main toujours agrippée à celle de sa sœur. « Non, tout ne va pas bien, Juliette, » admit-il doucement, « mais peut-être que ça va commencer à aller mieux. » Après avoir raccroché français, il composa un autre numéro, celui de son avocat, maître Philippe Renard. Il avait besoin de conseils juridiques sur la tutelle, temporaire, sur les démarches nécessaires pour aider ses enfants sans qu'elles soient séparées par le système. La conversation fut longue et complexe. Les obstacles étaient nombreux. Il était célibataire, sans expérience parentale, avec un emploi du temps notoirement surchargé. Mais Mathieu Devreux n'était pas devenu l'un des hommes d'affaires les plus puissants de France en reculant devant les défis. Et pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il se battait pour quelque chose qui avait réellement de l'importance. Lorsqu'il retourna dans la chambre, Élise s'était réveillée et parlait doucement à Sophie, qui avait ouvert les yeux. La petite fille semblait désorientée, mais sa respiration paraissait déjà moins laborieuse. « Sophie, je te présente Monsieur Devereux, » dit Élise avec une formalité touchante. « C'est lui qui nous a aidés à venir à l'hôpital. » Sophie le regarda avec des yeux d'un bleu identique à ceux de sa sœur, mais plus clairs, presque translucides. « Merci, monsieur, » murmura-t-elle, d'une voix à peine audible. Mathieu s'approcha du lit, étrangement ému par ces simples mots. « Tu peux m'appeler Mathieu, » dit-il avec un sourire. « Et c'est moi qui te remercie, tu as été très courageuse. » « Elle va mieux, » annonça Élise avec une fierté évidente. « Les médecins disent que les médicaments commencent à faire effet. » « C'est une excellente nouvelle, » répondit Mathieu sincèrement soulagé. « Le docteur Fabre est l'un des meilleurs médecins de Paris. Et il a dit que je pourrais sortir dans quelques jours, » ajouta Sophie, sa petite voix gagnant en assurance, « si je continue à être sage et à prendre mes médicaments. » Mathieu sourit à nouveau, touché par cette détermination enfantine. « Alors je vais devoir préparer votre chambre, » dit-il en regardant alternativement les deux sœurs. « Avez-vous des couleurs préférées ?» Cette simple question, si ordinaire dans un contexte familial normal, sembla prendre les filles au dépourvu. Elles échangèrent un regard incertain, comme si personne ne leur avait jamais demandé leur préférence auparavant. « J'aime le bleu, » répondit finalement Sophie, « comme le ciel quand il fait beau. »« Et moi le vert, » ajouta Élise après une hésitation, « comme les arbres au printemps. » Mathieu hocha la tête, gravant ces informations dans sa mémoire. « Bleu et vert, c'est noté. » À cet instant, un infirmier entra pour vérifier les constantes de Sophie et administrer une nouvelle dose de médicaments. Mathieu se retira discrètement, laissant le professionnel faire son travail. Dans le couloir, il s'appuya contre le mur, soudain submergé par la magnitude de ce qu'il était en train d'entreprendre. Lui, Mathieu Devreux, allait accueillir 2 enfants inconnus dans sa vie soigneusement organisée. Qu'est-ce qui le poussait à agir ainsi ? Était-ce uniquement le souvenir de Claudette Moreau ou quelque chose de plus profond, un besoin de connexion humaine qu'il avait trop longtemps ignoré sous la pression du succès professionnel? Il n'avait pas de réponse claire. Tout ce qu'il savait, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, il se sentait vivant. Comme si un voile s'était levé, lui permettant de voir au-delà des chiffres, des contrats et des acquisitions qui avaient défini son existence ces dernières années. Son téléphone vibra à nouveau. Le nom d'Antoine Mercier s'affichait sur l'écran, probablement furieux de son départ précipité du restaurant. Mathieu éteignit l'appareil et le glissa dans sa poche.
le monde des affaires attendrait. 3 jours plus tard, Sophie fut autorisée à quitter l'hôpital. Sa pneumonie répondait bien au traitement, et bien que toujours faible, elle était suffisamment rétablie pour poursuivre sa convalescence dans un environnement moins médical. Durant ces 3 jours, Mathieu avait transformé une aile entière de son vaste appartement des Champs-Élysées pour accueillir les 2 sœurs. Une chambre au mur bleu ciel attendait Sophie, décorée de nuages peints à la main par une décoratrice d'intérieur contactée en urgence. Pour Élise, une pièce au ton vert forêt avec une bibliothèque garnie de livres soigneusement sélectionnés pour une fille de son âge. Entre les 2 chambres, une salle de jeu commune avait été aménagée, remplie de jouets, de jeux de société et d'un petit coin artistique avec chevalet et fournitures de dessin. Juliette, son assistante, avait supervisé ces transformations avec un mélange de stupéfaction et d'efficacité professionnelle. Elle n'avait pas posé de questions sur l'identité de ses enfants que son patron semblait déterminé à accueillir, se contentant d'exécuter ses demandes avec sa discrétion habituelle. Mathieu lui en était reconnaissant. L'arrivée des filles dans l'appartement fut un moment d'émerveillement silencieux. Sophie, encore pâle mais les yeux brillants d'excitation, s'accrochait à la main d'Élise qui, elle, regardait autour d'elle avec un mélange de méfiance et de fascination. L'ascenseur privé qui les avait menés directement du parking souterrain au penthouse, les immenses baies vitrées offrant une vue panoramique sur Paris, le mobilier design et les œuvres d'art contemporaines qui ornèrent les murs, tout semblait provenir d'un autre monde. « C'est vraiment chez vous ?» demanda Élise, incrédule, tandis que Sophie restait muette d'admiration. « C'est chez nous pour le moment », corrigea doucement Mathieu. « Venez, je vais vous montrer vos chambres. » La réaction des filles devant leurs espaces personnels fut exactement ce qu'il avait espéré. Sophie poussa un cri de joie en découvrant sa chambre bleue, courant immédiatement vers la fenêtre pour admirer la vue sur l'Arc de Triomphe. Élise, plus réservée, effleura du bout des doigts les livres alignés sur les étagères, comme pour s'assurer qu'ils étaient réels. « Vous pouvez tous les lire », lui dit Mathieu, notant son intérêt. « J'ai demandé conseil à une libraire spécialisée dans la littérature jeunesse. Si certains ne te plaisent pas, nous pourrons en choisir d'autres. » Élise se tourna vers lui, son visage trahissant un conflit intérieur. « Pourquoi faites-vous tout ça ?» demanda-t-elle à nouveau, comme si la réponse qu'il lui avait donnée à l'hôpital ne suffisait pas. Mathieu prit le temps de réfléchir avant de répondre. « Quand j'étais enfant, ta grand-mère m'a appris que la vraie richesse n'était pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on partage. J'ai passé des années à l'oublier, à accumuler des biens sans réel but. Peut-être que c'est ma chance de me rappeler cette leçon. » La réponse sembla satisfaire Élise, du moins temporairement. Elle hocha la tête et retourna à l'exploration de sa bibliothèque, laissant Mathieu avec le sentiment étrange d'avoir passé un test dont il ignorait les critères exacts. Les premiers jours d'adaptation furent à la fois maladroits et touchants. Mathieu, habitué à vivre seul, dut apprendre à partager son espace et son temps. Les filles, habituées à se débrouiller par elles-mêmes, devaient s'habituer à avoir un adulte présent qui s'inquiétait de leur repas, de leur sommeil, de leurs activités. Parallèlement à cette cohabitation naissante, Mathieu poursuivait ses démarches juridiques. Maître Renard avait entamé les procédures pour une tutelle temporaire, argumentant que la relation passée entre Mathieu et Claudette Moreau constituait un lien significatif avec les enfants. L'assistant social assigné au dossier, un certain Monsieur Girard, s'était montré sceptique lors de sa première visite, scrutant l'appartement luxueux avec un œil critique. « Monsieur Devereux, votre démarche est louable », avait-il dit après avoir interrogé séparément les filles, « mais je dois m'assurer que votre intérêt pour ces enfants est durable. Une tutelle n'est pas un caprice philanthropique. » « Je comprends vos réserves », qu'avait répondu Mathieu avec une sincérité qu'il avait lui-même surpris. « Mais je vous assure que mon engagement envers Élise et Sophie est sérieux. Leur grand-mère a changé ma vie quand j'étais enfant. Je veux leur offrir la même chance qu'elle m'a donnée. Monsieur Girard avait promis d'étudier le dossier sans faire de promesses. Le système de protection de l'enfance français était prudent, parfois à l'excès, et le profil atypique de Mathieu, célibataire sans expérience parentale, avec des responsabilités professionnelles considérables, jouait contre lui. Ce soir-là,
Une semaine après l'arrivée des filles, Mathieu était dans son bureau, étudiant des dossiers qu'il avait négligés ces derniers jours. La porte entr'ouverte lui permettait d'entendre les voix des enfants dans le salon adjacent où Sophie dessinait tandis qu'Élise lui lisait une histoire. Cette ambiance domestique, si étrangère à son quotidien habituel, lui procurait un sentiment de plénitude qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Son téléphone vibra. C'était Maître Renard. « J'ai des nouvelles concernant le dossier Lambert », annonça l'avocat, utilisant le nom de famille des filles pour des raisons de confidentialité. « Je vous écoute », répondit Mathieu, soudain tendu. « J'ai fait quelques recherches supplémentaires sur la situation familiale. Le père des enfants, Henri Lambert, n'est pas simplement absent, comme le prétendait Élise. Il est actuellement en cure de désintoxication au centre Saint-Antoine à Montmartre. Il y est entré volontairement il y a 2 mois. » Cette révélation surprit Mathieu. Il a cherché à reprendre contact avec ses filles. Pas directement, mais dans son dossier d'admission, il a mentionné ces 2 filles comme motivation pour sa démarche de désintoxication. Il ignorait apparemment que sa belle-mère était indisponible et que les enfants se retrouveraient sans surveillance. Mathieu digéra cette information. La présence d'un père biologiquement cherchant à se soigner compliquait considérablement sa démarche de tutelle. Quel impact cela a-t-il sur notre dossier? Significatif, j'en ai peur, répondit l'avocat. D'un point de vue légal, un parent biologique cherchant activement à améliorer sa situation pour récupérer ses enfants a priorité sur un tuteur extérieur, même bien intentionné. Mathieu passa une main lasse sur son visage. Quelles sont nos options? À court terme, nous pouvons maintenir la demande de tutelle temporaire en arguant que les enfants ont besoin de stabilité pendant la convalescence de Sophie et la réhabilitation du père. Mais à long terme, si M. Lambert termine avec succès son programme et démontre sa capacité à s'occuper de ses filles, les tribunaux pencheront en sa faveur. La conversation se poursuivit, explorant différentes stratégies juridiques. Lorsque Mathieu raccrocha, il resta longtemps immobile, contemplant la photo de Claudette Moreau qu'il avait retrouvée dans ses affaires. Un cliché jauni où elle souriait devant son atelier des mots, entouré d'enfants au visage radieux. Lui-même se trouvait à l'extrémité du groupe, maigre et méfiant, mais avec une lueur d'espoir dans le regard. Que ferait Claudette dans cette situation? La réponse lui apparut avec une clarté soudaine. Elle penserait d'abord au bien-être des enfants, pas à ses propres désirs. Cette nuit-là, Mathieu eut du mal à trouver le sommeil. Vers 3 heures du matin, un bruit léger le tira de sa somnolence agitée. Des pas furtifs dans le couloir. Il se leva silencieusement et entr'ouvrit sa porte. Élise, habillée et portant un petit sac à dos, soutenait Sophie qui, bien que toujours en pyjama, était également debout. Les 2 filles se dirigeaient vers l'entrée de l'appartement, marchant sur la pointe des pieds. Elle tentait de s'enfuir. Mathieu resta immobile quelques secondes, observant leur progression, silencieuse. Puis, doucement, « Il est un peu tôt pour une promenade, non ?» Élise sursauta violemment, poussant un petit cri étouffé. Sophie s'accrocha à sa sœur, les yeux écarquillés de peur. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » balbutia Élise, bien que la situation fût parfaitement claire. Mathieu s'avança dans le couloir, veillant à garder une distance rassurante. Il ne voulait pas les effrayer davantage. « Et qu'est-ce que je crois, selon toi ?» Élise hésita, cherchant visiblement une explication plausible, puis, abandonnant toute prétention, ses épaules s'affaissèrent. « Nous devons partir, » dit-elle simplement. « Pourquoi ?» demanda doucement Mathieu. « N'êtes-vous pas bien ici ?»« Si, » intervint Sophie d'une petite voix. « C'est le plus bel endroit où on n'a jamais été. » « Alors pourquoi partir au milieu de la nuit ?» Sophie est encore convalescente. Élise semblait lutter contre les larmes. « Parce que nous savons ce qui va se passer. » « Et que va-t-il se passer ?» demanda Mathieu, réellement curieux. « Vous allez vous lasser de nous. » Répondit Élise avec une amertume qui ne correspondait pas à son âge. « Ou les services sociaux vont nous séparer. Ou... » Elle s'interrompit comme si elle n'osait pas formuler sa dernière crainte. « Ou... » l'encouragea Mathieu. « Ou notre père va revenir et tout gâcher à nouveau » acheva-t-elle dans un murmure. Mathieu fut frappé par la perspicacité de « à l'enfant ». D'une manière ou d'une autre, elle avait deviné la conversation qu'il avait eue avec son avocat.
Tu as entendu mon appel téléphonique, comprit-il. Élise acquiesça. Pas tout, juste assez pour comprendre que notre père veut nous récupérer. Et c'est une mauvaise chose? Demanda Mathieu avec précaution. Le visage d'Élise se ferma. Vous ne comprenez pas. Notre père, il fait des promesses. Il dit qu'il va changer. Il pleure, il supplie. Et pendant un temps, tout va bien. Puis il recommence. Les bouteilles, les disputes, les disparitions pendant des jours. Ta mère est partie à cause de cela. Élise hocha la tête. Elle ne supportait plus. Alors elle a commencé à prendre des choses pour oublier. Des pilules, des poudres. Elle devenait comme lui, mais différemment. Absente même quand elle était là. Mathieu sentit son cœur se serrer. Ses enfants avaient déjà vécu plus de trahison et d'abandon que bien des adultes. Et vous préférez vivre dans la rue plutôt que de risquer de retourner avec lui. Au moins, dans la rue, on décide nous-mêmes, répondit Élise avec une détermination farouche. On ne dépend de personne qui peut nous blesser. Ces paroles résonnèrent profondément en Mathieu. N'avait-il pas lui-même, adolescent, préféré la solitude et l'autonomie à la violence imprévisible de son père? La différence, c'est qu'il avait eu Claudette Moreau pour lui montrer une autre voie. Élise, Sophie, dit-il en s'accroupissant pour se mettre à leur hauteur, je vous promets que je ne laisserai personne vous séparer ou vous faire du mal. Pas les services sociaux, pas votre père, personne. Vous ne pouvez pas promettre ça, rétorqua Élise, méfiante. Vous n'êtes pas notre famille. Les juges ne vous écouteront pas. Tu as raison, je ne suis pas votre famille. Pas encore. Mais je peux devenir votre tuteur légal si vous le souhaitez. Et concernant votre père, s'il est vraiment en train de changer, de devenir quelqu'un de meilleur, ne mérite-t-il pas une chance de vous le prouver? Sophie tira sur la manche de sa sœur. Élise, peut-être que papa a vraiment changé cette fois? Il ne change jamais vraiment, murmura Élise, mais son ton trahissait une incertitude nouvelle. Mathieu saisit cette ouverture. Et si nous lui imposions des conditions strictes? S'il veut vous revoir, ce sera d'abord sous ma supervision, dans un environnement sécurisé. Il devra prouver par des actes, pas des paroles, qu'il est capable d'être le père dont vous avez besoin. Élise le considéra longuement, pesant ses paroles. Vous feriez ça? Vous nous protégeriez même contre lui? Je vous protégerai contre quiconque voudrait vous faire du mal, affirma Mathieu avec une conviction qui le surprit lui-même. Mais je ne peux pas le faire si vous disparaissez dans la nuit. Un long silence s'installa, rompu uniquement par la respiration légèrement sifflante de Sophie qui s'appuyait de plus en plus lourdement contre sa sœur. La petite fille était visiblement épuisée par cette escapade nocturne. « D'accord, céda finalement Élise. Nous restons. Mais si vous ne tenez pas votre promesse, je la tiendrai, l'interrompit doucement Mathieu. Maintenant, que diriez-vous d'un chocolat chaud avant de retourner vous coucher? Sophie a besoin de repos. Cette proposition simple, domestique, sembla détendre l'atmosphère. Sophie sourit faiblement, et même Élise laissa échapper un léger soupir de soulagement. L'appartement luxueux, avec sa chaleur et sa sécurité, était finalement plus tentant que l'incertitude des rues parisiennes en cette nuit froide. Dans la cuisine aux équipements ultramodernes que Mathieu utilisait rarement, ils préparèrent ensemble des chocolats chauds. Le silence initial fit progressivement place à une conversation hésitante. Sophie raconta un rêve qu'elle avait fait, un rêve où elle volait au-dessus de Paris, tenant la main de sa sœur et celle de Mathieu. Élise parla des livres qu'elle avait commencé à lire dans sa nouvelle chambre. Mathieu les écoutait, intervenant parfois, savourant ce moment de normalité inattendue. Il réalisait progressivement que ses enfants lui apportaient autant qu'il leur offrait, une connexion humaine authentique, dépourvue des calculs et des stratégies qui avaient dominé sa vie professionnelle. Lorsque les tasses furent vides et que Sophie commença à somnoler sur sa chaise, Mathieu les raccompagna à leur chambre. Il borda Sophie, un geste qu'il n'avait jamais fait auparavant, mais qui lui sembla étrangement naturel. Au moment de quitter la pièce, la petite voix endormie de l'enfant l'arrêta. « Mathieu ? » ?»« Oui, Sophie ? » ?»« Est-ce que tu vas être notre nouveau papa ?» La question, si simple et pourtant si complexe, le prit au dépourvu. Il chercha ses mots, conscient qu'Élise, dans l'encadrement de la porte, attendait aussi sa réponse. « Je ne remplacerai jamais votre père, dit-il finalement, mais je serai toujours là pour vous, quelle que soit la manière dont vous aurez besoin de moi.
Sophie sembla satisfaite de cette réponse et se blottit dans ses couvertures. Élise, en revanche, continua de l'observer avec une intensité troublante alors qu'il quittait la chambre. Dans le couloir, elle l'arrêta d'une main légère sur son bras. « Vous savez, elle vous fait confiance maintenant. Ne la décevez pas. » C'était à la fois un avertissement et une concession. Élise lui accordait une chance, mais sa méfiance restait intacte, prête à ressurgir au moindre faux pas. « Je ferai de mon mieux », promit-il simplement. Élise hocha la tête et disparut dans sa propre chambre, laissant Mathieu seul dans le couloir silencieux. Cette nuit avait marqué un tournant. La tentative de fuite, paradoxalement, avait créé un lien plus profond entre eux. Les cartes étaient désormais sur la table. Les craintes des filles, l'existence de leur père en réhabilitation, l'engagement de Mathieu à les protéger. Le chemin à parcourir restait semé d'obstacles. Les services sociaux, le système judiciaire, la réhabilitation incertaine d'Henri Lambert, autant de défis à surmonter. Mais pour la première fois depuis longtemps, Mathieu se sentait prêt à se battre pour quelque chose qui transcendait son propre intérêt. En retournant à sa chambre, il passa devant le petit bureau qu'il avait aménagé dans un coin du salon. Sur le mur au-dessus du bureau, il avait accroché la photo de Claudette Moreau. Son sourire bienveillant semblait l'encourager, comme si, à travers le temps, elle approuvait la voie qu'il avait choisie. « J'essaie de faire ce que tu m'as enseigné. Claudette, murmura-t-il à la photographie, j'espère que je suis à la hauteur. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Mathieu dormit d'un sommeil profond et sans rêve. Les semaines suivantes apportèrent des changements, subtils mais profonds dans la vie de Mathieu Devreux. Son luxueux appartement, autrefois temple du minimalisme et du design contemporain, s'était progressivement transformé. Des dessins colorés de Sophie ornaient désormais le réfrigérateur en acier inoxydable. Des livres d'Élise traînaient sur les canapés de cuir italien. Des chaussures d'enfants s'alignaient dans l'entrée, petites intrusions désordonnées dans un univers auparavant impeccable. Et étrangement, Mathieu ne s'en souciait pas. Pour la première fois depuis des années, il ajustait son emploi du temps professionnel autour de considérations personnelles. Il rentrait plus tôt pour dîner avec les filles. Il travaillait parfois de son bureau à domicile pour être présent lorsque Sophie avait ses rendez-vous médicaux de suivi. Il avait même assisté à une réunion virtuelle importante tout en aidant Élise avec ses devoirs. L'école à domicile ayant été arrangée temporairement par Maître Renard en attendant une situation plus stable. Ces arrangements, qui auraient semblé inconcevables quelques mois plus tôt, lui semblaient maintenant naturels, ça nécessaire même. Ce matin-là, Mathieu préparait le petit déjeuner, une autre nouveauté dans sa routine lorsque son téléphone sonna. C'était Maître Renard. « Bonjour Mathieu, j'espère que je ne vous dérange pas trop tôt ?»« Pas du tout, je suis déjà debout. » répondit-il en surveillant les œufs qui cuisaient doucement dans la poêle. Il avait découvert que Sophie les aimait parfaitement brouillés, tandis qu'Élise les préférait au plat. Ces petits détails domestiques faisaient désormais partie de son quotidien. « J'ai des nouvelles concernant Henri Lambert », annonça l'avocat. Il a terminé sa première phase de désintoxication avec succès. Ses médecins rapportent des progrès significatifs. Mathieu sentit un nœud se former dans son estomac. Il s'était attaché aux filles plus qu'il ne l'aurait imaginé possible. L'idée de les voir partir créait en lui un sentiment de perte, anticipé qu'il n'était pas préparé à affronter. « Que propose-t-il pour la suite ?» demanda-t-il, s'efforçant de garder un ton neutre. Il a demandé à rencontrer ses filles, sous supervision bien sûr. Le Centre Saint-Antoine a suggéré une rencontre dans leurs locaux avec la présence d'un psychologue spécialisé. Mathieu prit une profonde inspiration. Il fallait qu'il reste objectif, qu'il pense d'abord au bien-être des enfants. Qu'en pensent les services sociaux? Monsieur Girard estime que c'est une étape nécessaire, quelle que soit l'issue. Finale concernant la garde. Les filles ont le droit de voir leur père, et lui a le droit de les voir tant que cela ne présente aucun danger pour elles. Maître Renard marqua une pause avant d'ajouter « Il a également suggéré que vous soyez présent, si les filles le souhaitent. Votre rôle de tuteur temporaire vous y autorise, et cela pourrait les rassurer. » Cette proposition surprit Mathieu. Il s'était préparé à un affrontement juridique avec Henri Lambert, pas à une collaboration. « J'en discuterai avec Élise et Sophie, dit-il finalement. »
C'est à elles de décider si elles veulent voir leur père et si elles souhaitent que je sois présent. Après avoir raccroché, Mathieu resta immobile devant la cuisinière, perdu dans ses pensées. Les œufs commençaient à trop cuire lorsqu'une petite voix le ramena à la réalité. « Ça sent le brûlé », remarqua Sophie, debout dans l'encadrement de la porte en pyjama bleu, ses cheveux blonds ébouriffés par le sommeil. Mathieu sursauta et s'empressa de retirer la poêle du feu. « Oups, j'étais distrait. »« C'est pas grave », le rassura Sophie avec un sourire. « J'aime bien quand c'est un peu croustillant. » Son innocence et sa capacité à trouver du positif en toute situation touchaient toujours Mathieu. Sophie avait cette faculté de rendre le monde plus lumineux par sa simple présence. Élise apparut à son tour, déjà habillée et prête pour sa journée d'école à domicile. Contrairement à sa sœur, elle était toujours organisée, anticipant les besoins, comme si elle craignait constamment que le sol ne se dérobe sous ses pieds. « Bonjour », dit-elle en observant attentivement Mathieu. « Vous avez l'air préoccupé. Il s'est passé quelque chose ?» Sa perspicacité ne cessait d'impressionner Mathieu. À 12 ans, Élise lisait les émotions des adultes avec une précision qui témoignait de sa maturité forcée. « Nous en parlerons après le petit déjeuner », répondit-il, préférant attendre que les deux filles aient mangé avant d'aborder le sujet délicat de leur père. Le repas se déroula dans une ambiance légère, Sophie racontant un rêve fantaisiste impliquant un éléphant bleu qui parlait français avec un accent italien. Même Élise sourit, momentanément libérée de ses préoccupations d'adulte en miniature. Une fois les assiettes vides et les jus d'orange terminés, Mathieu prit une profonde inspiration. « J'ai reçu un appel de Maître Renard ce matin. » Commença-t-il, choisissant soigneusement ses mots. « Il m'a donné des nouvelles de votre père. » Le changement fut immédiat. Sophie se figea, ses grands yeux bleus soudain inquiets. Élise se tendit visiblement, son visage se fermant comme un livre qu'on claque. « Il va bien », poursuivit rapidement Mathieu pour apaiser leur inquiétude. En fait, il a fait beaucoup de progrès dans son traitement et il aimerait vous voir. Un silence pesant s'abattit sur la cuisine. Mathieu attendit, laissant au fil le temps d'assimiler cette information. « On est obligé ?» demanda finalement Élise, sa voix trahissant une vulnérabilité rare. « Non », répondit fermement Mathieu. « Vous n'êtes absolument pas obligé. C'est votre décision. Mais si on refuse, les juges vont penser qu'on est des mauvaises. »« Phil » murmura Sophie, révélant une compréhension étonnante des jugements sociaux pour une enfant de son âge. « Personne ne pensera cela », la rassura Mathieu, en posant doucement sa main sur la sienne. « Vous avez le droit de prendre le temps dont vous avez besoin. » Élise fixait intensément la table, perdue dans ses pensées. « Et si on dit oui, comment ça se passerait ?» Mathieu lui expliqua le cadre proposé. Une rencontre supervisée au centre, avec des professionnels présents pour s'assurer que tout se passe bien. « Et vous ?» demanda Sophie. « Vous serez là aussi ?» « Si vous le souhaitez, oui. Maître Renard a dit que c'était possible. » Élise et Sophie échangèrent un regard, l'une de ces communications silencieuses dont elles avèrent le secret. Puis, Élise hocha imperceptiblement la tête. « On veut bien le voir, » dit-elle, lentement. « Mais seulement si vous êtes avec nous, tout le temps. Je vous promets de ne pas vous quitter d'une semelle, » assura Mathieu, soulagé par leur décision et touché par leur confiance. La rencontre fut fixée pour la semaine suivante, laissant à chacun le temps de s'y préparer émotionnellement. Durant ces jours d'attente, Mathieu remarqua des changements, subtils chez les filles. Sophie posait plus de questions sur son père, tentant de raviver des souvenirs flous. Élise, quant à elle, se refermait davantage, comme si elle érigeait des défenses en prévision d'une déception. La veille de la rencontre, alors que Sophie dormait déjà, Mathieu trouva Élise assise sur le balcon de l'appartement, contemplant les lumières de Paris. Il s'installa silencieusement à côté d'elle, respectant son besoin de tranquillité. Après quelques minutes de silence partagé, elle parla sans le regarder. « Il nous a déjà fait tellement de promesses. »« Je sais, » répondit simplement Mathieu. « Comment on peut savoir s'il a vraiment changé cette fois ?» C'était la question fondamentale, celle qui hantait probablement Élise depuis l'annonce de la rencontre. « On ne peut pas le savoir avec certitude, » admit Mathieu. « Les gens peuvent changer, mais cela prend du temps et beaucoup d'efforts. C'est pourquoi nous allons y aller doucement, étape par étape. » Élise tourna enfin son regard vers lui. «
Et si ça ne marche pas? Si rien n'a changé? Alors, je serai toujours là, affirma Mathieu avec une conviction tranquille. Quoi qu'il arrive, vous avez une place ici avec moi, aussi longtemps que vous le souhaiterez. La petite fille hocha la tête, semblant trouver un certain réconfort dans cette promesse. Puis, dans un geste qui surprit Mathieu par sa spontanéité, elle se rapprocha de lui, jusqu'à ce que leurs épaules se touchent. C'était un contact infime, mais qui représentait une confiance immense venant d'Élise. Ils restèrent ainsi, côte à côte, regardant les étoiles au-dessus de Paris, jusqu'à ce que le froid de la nuit les pousse à rentrer. Le jour de la rencontre arriva. Le centre Saint-Antoine, niché dans une rue tranquille de Montmartre, était un bâtiment ancien aux façades rénovées, entouré d'un petit jardin soigneusement entretenu. À l'intérieur, l'atmosphère était calme et accueillante, loin des clichés cliniques des institutions médicales. Élise et Sophie, vêtues de leurs plus beaux habits, un choix qu'elles avaient fait elles-mêmes, se tenaient de part et d'autre de Mathieu dans la salle d'attente. Leurs mains serrèrent la sienne avec une force qui trahissait leur anxiété. La psychologue, une femme d'une 50aine d'années au visage bienveillant, vint les accueillir. « Bonjour, je suis Dr Beaumont. C'est moi qui superviserai votre rencontre aujourd'hui. » Elle s'adressa directement aux filles, se mettant à leur hauteur avec un respect qui plut immédiatement à Mathieu. « Élise, Sophie, j'aimerais que vous sachiez que vous contrôlez cette rencontre. Si à n'importe quel moment vous vous sentez mal à l'aise ou que vous souhaitez partir, vous n'avez qu'à me le dire, d'accord ?» Les fillettes acquiescèrent, légèrement rassurées par cette approche. « Votre père vous attend dans la salle de réunion. Il est nerveux lui aussi, vous savez. » Elle se tourna vers Mathieu. « Monsieur Devreux, merci d'être venu. Votre présence sera certainement rassurante pour les enfants. » Ils suivirent Dr Beaumont à travers un couloir lumineux jusqu'à une pièce accueillante, meublée de fauteuils confortables disposés en cercle. Et là, debout près de la fenêtre, se trouvait Henri Lambert. Mathieu fut frappé par la ressemblance entre l'homme et ses filles. Sophie avait hérité de ses cheveux blonds et de son nez droit, tandis qu'Élise possédait ses yeux bleus intenses et la forme de son visage. Mais ce qui surprit le plus Mathieu, c'était l'apparence générale d'Henri. Il s'était attendu à voir un homme marqué par l'addiction, peut-être négligé ou encore fragile. Au lieu de cela, Henri Lambert semblait normal, mince mais pas émacié, propre et soigné, vêtu simplement mais avec soin. Lorsqu'il aperçut ses filles, son visage s'illumina d'une émotion si authentique que Mathieu sentit sa méfiance préalable vaciller légèrement. « Élise, Sophie !» La voix d'Henri était rauque d'émotion. Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta, incertain, respectant leur espace. Sophie fut la première à réagir. Avec l'impulsivité de ses 7 ans, elle lâcha la main de Mathieu et courut vers son père. « Papa !» Henri s'agenouilla pour la recevoir dans ses bras, les larmes coulant librement sur son visage, tandis qu'il étreignait sa plus jeune fille. « Ma petite Sophie, comme tu as grandi. » Élise, en revanche, resta fermement aux côtés de Mathieu, observant la scène avec un mélange de méfiance et de désir inavoué. Henri leva les yeux vers elle, sans lâcher Sophie. « Élise, je suis si heureux de te voir. » La fillette hocha simplement la tête sans parler. Mathieu sentit sa main se crisper dans la sienne. « Installez-vous, je vous en prie », invita Dr Beaumont désignant les fauteuils. Ils prirent place formant un cercle imparfait. Sophie s'assit à côté de son père, tandis qu'Élise choisit le siège le plus proche de Mathieu, créant ainsi une géographie émotionnelle révélatrice. « Monsieur Lambert, peut-être voudriez-vous dire quelques mots à vos filles sur votre parcours ici ?» suggéra doucement la psychologue. Henri acquiesça semblant rassembler son courage. Ses yeux, les mêmes que ceux d'Élise, étaient emplis d'une détermination mêlée d'appréhension. « Mais chérie, commença-t-il, je sais que je vous ai fait beaucoup de mal. J'ai été un mauvais père pendant trop longtemps. Après le départ de votre mère, je me suis enfoncé encore plus dans mes problèmes. » Il parlait avec une franchise que Mathieu n'avait pas anticipée, sans chercher à minimiser ses erreurs. « Quand mamie Claudette quand elle nous a quittés, j'étais déjà ici. Je ne savais pas que vous vous retrouveriez seul. Je pensais qu'elle s'occupait toujours de vous. Quand j'ai appris, » sa voix se brisa. « Ça a été le pire moment de ma vie, savoir que mes filles étaient quelque part,
peut-être en danger, et que je ne pouvais même pas sortir pour vous chercher parce que j'étais encore trop faible, trop brisée. Sophie posa sa petite main sur celle de son père, un geste de réconfort instinctif qui émut Mathieu. Mais cette douleur, cette peur de vous avoir perdu pour toujours, ça m'a donné la force de continuer le traitement, de me battre contre mes démons, pour vous, pour être le père que vous méritez. Son regard se posa sur Élise qui restait silencieuse. Je sais que tu ne me crois pas, Élise. Tu as entendu ces promesses trop souvent. Je ne te demande pas de me faire confiance aujourd'hui. Je te demande juste une chance de te montrer jour après jour que cette fois est différente. Élise leva enfin les yeux vers son père. Comment on peut savoir que c'est vrai? Sa voix était à peine audible, mais chargée d'une douleur qui semblait trop lourde pour ses jeunes épaules. Henri ne détourna pas le regard face à cette accusation voilée. Tu ne peux pas le savoir maintenant. Les mots ne signifient rien sans les actions qui les accompagnent. C'est ce qu'on m'apprend ici. Je ne peux que te demander du temps. Puis, dans un geste qui surprit tout le monde, y compris Dr Beaumont, Henri se tourna vers Mathieu. « Monsieur Devreux, je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait pour mes filles. » Mathieu, pris au dépourvu, resta momentanément silencieux. Les médecins m'ont expliqué comment vous les avez trouvés, comment vous avez sauvé Sophie, comment vous leur avez offert un foyer, poursuivit Henri. Je sais aussi que vous aviez un lien avec Claudette, la mère de ma femme. Elle m'a beaucoup aidé quand j'étais enfant, confirma sobrement Mathieu. Henri hocha la tête. Elle était extraordinaire. Elle m'a soutenu aussi, même quand je ne le méritais pas. Elle croyait toujours que les gens pouvaient changer. Cette évocation de Claudette Moreau créa un pont inattendu entre les deux hommes, un terrain d'entente malgré leurs différences évidentes. Je ne viens pas ici pour reprendre mes filles et les arracher à la stabilité qu'elles ont trouvée chez vous, déclara Henri avec une franchise désarmante. Je veux juste faire partie de leur vie, de la manière qui sera la meilleure pour elles. Cette déclaration surprit Mathieu autant qu'elle le soulagea. Il s'était préparé à un affrontement, à une bataille juridique pour la garde des enfants, pas à cette proposition de collaboration. Dr Beaumont intervint doucement. Peut-être pourrions-nous discuter de la façon dont vous envisagez tous les deux l'avenir, en gardant à l'esprit que l'intérêt des filles doit rester la priorité. La conversation qui suivit fut étonnamment productive. Henri expliqua qu'il devait rester au centre pour encore au moins 3 mois, suivant un programme de réinsertion professionnelle parallèlement à sa thérapie. Il proposait des visites régulières avec ses filles pendant cette période, toujours supervisées, pour reconstruire progressivement leur relation. Et après ces 3 mois, demanda Mathieu, abordant la question qui préoccupait tout le monde. « Je dois trouver un emploi stable, un logement adapté, » répondit honnêtement Henri. « Ce sera un processus long. Je ne veux pas précipiter les choses et risquer de tout gâcher à nouveau. » Il regarda ses filles avec une tendresse évidente. « Je veux être présent dans votre vie, mais je comprends que vous ayez besoin de stabilité. Si Monsieur Devreux est d'accord, peut-être pourrions-nous trouver un arrangement qui vous permette de rester dans l'environnement sécurisant que vous avez maintenant, tout en me donnant la possibilité de vous voir régulièrement. » Cette proposition, formulée sans animosité ni jalousie, témoignait d'une maturité que Mathieu n'avait pas anticipée. Il jeta un coup d'œil à Élise, dont le visage s'était légèrement détendu, comme si une partie du poids qu'elle portait venait de s'alléger. « Je crois que nous pouvons travailler ensemble dans ce sens, » répondit Mathieu, surpris par sa propre sincérité. « L'important est que les filles se sentent en sécurité et aimées. » Le reste de la rencontre se déroula dans une atmosphère plus détendue. Sophie raconta à son père ses aventures à l'école à domicile, les livres qu'elle lisait, les dessins qu'elle créait. Même Élise finit par participer, posant prudemment quelques questions à son père sur son traitement, sur ses projets. Lorsque vint le moment de se séparer, Henri embrassa Sophie qui lui promit de faire un dessin spécial pour sa visite. Puis il se tourna vers Élise, respectant sa réticence à un contact physique. « Je sais que j'ai beaucoup à reconstruire avec toi, Élise, » dit-il doucement. « Je te remercie d'être venue aujourd'hui. C'était très courageux. » Là, Fillette hocha simplement la tête, mais Mathieu nota qu'elle ne détournait plus le regard comme au début de la rencontre. Avant de partir, Henri prit Mathieu à part. « Monsieur Devreux, puis-je vous parler un instant ?» Mathieu acquiesça,
s'assurant que les filles étaient occupées avec Dr Beaumont. « Je voulais vous dire, » Henri semblait chercher ses mots, « je sais que vous n'aviez aucune obligation envers mes filles. Vous auriez pu les confier aux services sociaux et continuer votre vie. Le fait que vous ne l'ayez pas fait, » il s'interrompit, visiblement ému. « Merci n'est pas suffisant, mais c'est tout ce que j'ai à offrir pour l'instant. » Mathieu fut touché par cette gratitude sincère. « Elles sont extraordinaires, » dit-il simplement. « Elles méritent tout le soutien possible. » Henri acquiesça. « Elles tiennent de leur grand-mère. Cette force, cette résilience. Puis, avec une vulnérabilité inattendue, pensez-vous que je puisse vraiment réparer ce que j'ai brisé ?» La question était posée sans artifice, d'homme à homme, au-delà des rôles de père biologique et de tuteur temporaire. « Je le crois, » répondit Mathieu après un moment de réflexion. « Si Claudette m'a appris une chose, c'est que personne n'est jamais perdu définitivement. » Henri hocha la tête, semblant trouver du réconfort dans ses paroles. « J'espère que nous pourrons collaborer pour leur bien. Elles ont besoin de stabilité, de sécurité. Ce que vous leur offrez est précieux. Elles ont aussi besoin de leur père, » reconnut Mathieu, surpris par sa propre générosité. « Un père sain, présent, fiable. C'est ce que je m'efforce de devenir chaque jour. Promis, Henri. » Les deux hommes se séparèrent sur cette entente tacite, une alliance improbable formée autour de l'amour qu'ils portaient, chacun à sa manière, à ses deux petites filles. Sur le chemin du retour, dans la voiture luxueuse de Mathieu, Sophie babillait joyeusement, visiblement soulagée par cette rencontre positive. Élise, quant à elle, restait silencieuse, plongée dans ses pensées. « Ça va ?» lui demanda doucement Mathieu lorsque Sophie fut distraite par la vue de la tour Eiffel illuminée. Élise tourna vers lui un regard pensif. Il avait l'air différent. « Oui, j'ai trouvé aussi. Vous pensez qu'il va vraiment changer ?» Cette fois, Mathieu prit le temps de réfléchir avant de répondre. « Je pense qu'il essaie sincèrement. Mais le changement est un chemin long et difficile. C'est pourquoi nous allons prendre les choses lentement, étape par étape. » Élise acquiesça, semblant apprécier cette réponse mesurée. Puis, après un moment de silence, « Même s'il change vraiment, on pourra quand même rester avec vous parfois ?» Cette question simple frappa Mathieu en plein cœur. « Bien sûr, » répondit-il, la voix légèrement enrouée par l'émotion. « Ma porte vous sera toujours ouverte, toujours. » Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Élise lui sourit, un vrai sourire, sans réserve ni méfiance. Et dans ce sourire, Mathieu vit l'ombre de Claudette Moreau, comme si elle approuvait à travers le temps le chemin qu'ils étaient en train de tracer ensemble. Un an plus tard, le soleil de juin baignait Paris d'une lumière dorée, annonçant l'arrivée imminente de l'été. Dans le jardin du Luxembourg, sous l'ombre apaisante d'un marronnier centenaire, une scène familiale se déroulait sur l'herbe verte. Une scène qui, pour un observateur extérieur, aurait semblé parfaitement ordinaire, mais qui représentait en réalité l'aboutissement d'un chemin extraordinaire. Sophie, désormais âgée de 8 ans et débordante d'énergie, courait après un cerf-volant multicolore qui dansait dans la brise légère. Ses cheveux blonds, plus longs maintenant, flottèrent derrière elle comme une bannière joyeuse. Sa santé fragile n'était plus qu'un lointain souvenir, remplacé par une vitalité qui illuminait tout autour d'elle. Non loin, assis sur une grande couverture de pique-nique, Élise lisait à voix haute, ses 13 ans lui conférant une assurance nouvelle. Le livre entre ses mains, un roman d'aventure qu'elle avait découvert dans la bibliothèque de Mathieu, semblait la transporter ailleurs, son visage expressif reflétant chaque rebondissement de l'histoire. À ses côtés, Mathieu Devreux et Henri Lambert écoutaient, partageant un moment de tranquillité qui aurait semblé impensable un an plus tôt. Entre eux, une bouteille de cidre et un panier de nourriture témoignaient de la simplicité précieuse de l'instant. Les mois écoulés avaient apporté des changements profonds dans la vie de chacun. Mathieu avait officiellement obtenu la cotutelle des filles, une décision judiciaire sans précédent qui reconnaissait à la fois les droits d'Henri en tant que père biologique et le rôle crucial que Mathieu jouait désormais dans la vie des enfants. Henri avait terminé avec succès son programme de réhabilitation et travaillait maintenant comme assistant dans une ébénisterie à Montmartre, redécouvrant une passion artisanale de sa jeunesse.
Il habitait un petit appartement non loin de là, modeste mais chaleureux, où les filles passaient régulièrement des week-ends. Quant à Mathieu, le changement le plus visible concernait sa vie professionnelle. Sans abandonner la direction de Devrotech, il avait considérablement réorganisé ses priorités, déléguant davantage pour être présent aux moments importants de la vie des filles. Mais la transformation la plus profonde était intérieure. Le vide qu'il habitait depuis si longtemps avait été comblé par quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment connu, un sentiment d'appartenance, de famille. Et c'est ainsi que le navire disparut à l'horizon, emportant avec lui les « secrets de l'île mystérieuse », conclut Élise, refermant le livre avec un sourire satisfait. « Magnifique lecture !» La complimenta Mathieu. « Tu as un vrai talent pour donner vie aux histoires. » Henri acquiesça avec fierté. « Ta grand-mère aurait adoré t'entendre. Elle disait toujours que les histoires bien racontées sont des ponts entre les âmes. » La mention de Claudette Moreau, loin d'apporter la tristesse habituelle, sembla envelopper le groupe d'une présence bienveillante. Avec le temps, ils avaient appris à évoquer son souvenir avec gratitude plutôt qu'avec douleur. « J'ai une nouvelle à vous annoncer », dit Mathieu, saisissant ce moment de connexion. Le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité la création de la fondation Claudette Moreau. Élise et Sophie se redressèrent, soudain très attentives. Elles avaient suivi avec intérêt le développement de ce projet qui tenait tant à cœur à Mathieu. « C'est officiel ?» demanda Élise, les yeux brillants d'excitation. Mathieu hocha la tête. « L'inauguration aura lieu le mois prochain. Les locaux de Belleville sont presque prêts. » La fondation Claudette Moreau était née d'une idée simple, honorer l'héritage de cette femme extraordinaire en créant un espace qui perpétuerait son œuvre. Située dans le quartier même où elle avait enseigné pendant des décennies, la fondation offrirait soutien scolaire, repas, activités artistiques et accompagnement social aux enfants en situation de précarité. « Est-ce qu'on pourra aider ?» demanda Sophie avec enthousiasme. « Je pourrais apprendre à lire aux petits, comme Élise me lisait des histoires quand j'étais malade. » « Bien sûr, sourit Mathieu, la fondation sera aussi la vôtre. Vous pourrez y participer autant que vous le souhaiterez. » Henri, qui avait écouté avec attention, intervint. « J'ai parlé avec mon patron. Il serait d'accord pour proposer des ateliers d'ébénisterie pour les adolescents. Une initiation au travail du bois peut-être une fois par semaine. » Cette offre spontanée toucha profondément Mathieu. Au fil des mois, Henri avait prouvé sa détermination à changer, non par des promesses grandiloquentes, mais par une constance quotidienne dans ses efforts. Les relations entre les deux hommes, d'abord tendues et méfiantes, s'étaient progressivement transformées en un respect mutuel, puis en une amitié improbable, mais sincère. Ce serait parfait, approuva Mathieu. L'idée est d'offrir un éventail d'activités qui puissent toucher différentes sensibilités. Comme l'atelier des mots, mais en plus grand, remarqua Élise, faisant référence à l'espace informel que Claudette avait créé pour aider les enfants du quartier. « Exactement, » confirma Mathieu. « Et savez-vous qui sera la marraine d'honneur de la fondation ?» Les filles secouèrent la tête, curieuses. Madame Martinez, l'ancienne collègue de votre grand-mère à l'école primaire. Elle a pris sa retraite l'année dernière et cherchait justement un projet qui lui tienne à cœur. Cette annonce fut accueillie avec enthousiasme, particulièrement par Élise qui avait rencontré l'énergique enseignante lors des recherches préliminaires pour la fondation. Les deux avaient immédiatement sympathisé, unis par leur admiration commune pour Claudette. La conversation dériva naturellement vers les projets d'avenir. Sophie parla avec animation de la pièce de théâtre que sa classe préparait pour la fin de l'année scolaire. Elle y jouait le rôle d'une petite fée espiègle, un personnage qui semblait taillé sur mesure pour sa personnalité pétillante. Élise, plus réservée mais tout aussi passionnée, évoqua le concours d'écriture auquel elle participait, encouragée par son professeur de français qui voyait en elle un talent prometteur. Henri mentionna un projet de formation plus avancé, en ébénisterie, une opportunité qui pourrait lui ouvrir des perspectives professionnelles plus larges. Son ton dépourvu de la fébrilité qui caractérisait autrefois ses promesses reflétait une confiance tranquille en l'avenir. Quant à Mathieu, au-delà de la fondation, il envisageait de réorienter certaines activités de Devrotech vers des technologies éducatives accessibles aux écoles des quartiers défavorisés.
une manière de conjuguer son expertise professionnelle et son engagement social nouvellement découvert. « Vous vous souvenez du restaurant où tout a commencé ?» demanda soudain Sophie, son esprit faisant un de ces sauts associatifs dont elle avait le secret. « Le Grand Véfour », acquiesça Mathieu. « Comment pourrais-je l'oublier ? On pourrait y retourner. »« Un jour, suggéra-t-elle, tous ensemble. Mais cette fois, je mangerai à table, pas dans un sac en plastique. » Cette remarque innocente déclencha un éclat de rire général, mêlé d'une émotion palpable au souvenir de ce point de départ de leur histoire commune. « C'est promis, » assura Mathieu. « Nous irons fêter l'inauguration de la fondation là-bas. » Tandis que l'après-midi avançait paisiblement, Mathieu observait cette famille improvisée, reconstituée contre toute attente. Henri aidait maintenant Sophie à réparer son cerf-volant qui avait subi un atterrissage difficile, leurs têtes blondes penchées ensemble dans une concentration partagée. Élise s'était replongée dans son livre, mais son expression détendue témoignait d'un bien-être qu'elle n'affichait jamais auparavant. La transformation était remarquable. 1 an plus tôt, Élise était une enfant prématurément vieillie par les responsabilités et la méfiance. Sophie était une petite fille malade, luttant pour sa survie dans un recoin oublié de Paris. Henri était un homme brisé par ses addictions et ses échecs. Et lui, Mathieu, malgré son succès apparent, n'était qu'une coquille vide, déconnectée de l'essence même de la vie. Aujourd'hui, ils formaient une constellation unique, liée non par le sang ou l'obligation, mais par un choix, renouvelé chaque jour. Une famille définie non par sa composition traditionnelle, mais par la profondeur de ses liens. Le soleil commençait à décliner lorsqu'ils décidèrent de rentrer. Rangeant leurs affaires dans un joyeux désordre, ils prirent le chemin du retour à travers les allées ombragées du jardin. Sophie gambadait devant, poursuivant les pigeons avec des éclats de rire. Henri et Élise suivaient, engagés dans une discussion animée sur un livre qu'ils avaient tous deux lu récemment. Mathieu fermait la marche, savourant la scène devant lui. À un moment, Élise se retourna et lui adressa un sourire, l'un de ces sourires francs qui avaient remplacé sa méfiance initiale. Dans ce simple geste se trouvait tout un monde de confiance gagnée, de ponts construits, de blessures guéries. Plus tard, ce soir-là, après avoir raccompagné Henri et déposé les filles chez lui, Mathieu s'installa sur la terrasse de son appartement. La ville s'étendait à ses pieds, scintillante dans le crépuscule, mais contrairement au passé, cette vue ne lui inspirait plus un sentiment de détachement. Il se sentait profondément ancré, connecté. Son téléphone vibra. Un message d'Élise lui souhaitant bonne nuit, accompagné d'une photo qu'elle avait prise pendant leur pique-nique. On y voyait Mathieu riant à une plaisanterie de Sophie, le visage illuminé d'une joie authentique. L'image était suivie d'un simple texte. « Merci d'être notre famille ». Ces mots simples cristallisaient tout ce qui avait changé. Famille, un concept qui lui avait semblé inaccessible pendant si longtemps et qui était maintenant au centre de son existence. Le lendemain serait chargé. Une réunion matinale avec l'équipe de la Fondation, suivie d'une visite des locaux, en cours d'aménagement à Belleville. Puis il passerait prendre les filles à l'école pour les emmener à leur cours de natation. Henri les rejoindrait pour dîner, apportant probablement l'une de ces tartes aux pommes que Sophie adorait. Une journée ordinaire dans une vie qui ne l'était plus du tout. La semaine suivante, Mathieu emmena les filles visiter les locaux de la future fondation Claudette Moreau. Le bâtiment, un ancien atelier textile réhabilité, avait été transformé en un espace lumineux et accueillant. De grandes salles pour l'étude et les activités, une bibliothèque garnie de livres soigneusement sélectionnés, une cuisine, moderne pour servir des repas équilibrés, et même un petit jardin intérieur où les enfants pourraient apprendre à cultiver des plantes. « C'est magnifique !» murmura Élise en parcourant les lieux, caressant du bout des doigts les tables neuves et les étagères encore vides qui attendaient d'être remplies de vie et d'apprentissage. Sophie courait d'une pièce à l'autre, imaginant déjà les enfants, qui viendraient y trouver refuge et inspiration. « On pourra venir tous les jours après l'école ?» demanda-t-elle avec enthousiasme. « Aussi souvent que vous le souhaiterez », assura Mathieu. En quittant le bâtiment, ils firent un détour par l'ancien quartier de Claudette. La rue n'avait pas beaucoup changé. Quelques boutiques avaient été remplacées, certaines façades ravalées, mais l'essence de Belleville demeurait, avec son mélange unique de culture,
son énergie populaire, sa résilience. Devant l'immeuble où Claudette avait vécu, ils s'arrêtèrent un moment, l'endroit où tout avait commencé, et, d'une certaine façon, s'était achevé pour les filles. Mais aussi là où, des décennies plus tôt, un jeune Mathieu avait trouvé l'espoir grâce à une institutrice au cœur généreux. « Elle serait fière de vous, » dit Mathieu aux filles, « de ce que vous êtes devenues malgré les épreuves, de votre courage, de votre gentillesse, de votre résilience. Elle serait fière de vous aussi, » répondit Élise avec une sagesse qui dépassait son âge. « Vous avez fait exactement ce qu'elle vous a appris, tendre la main à ceux qui en ont besoin. » Cette observation toucha Mathieu au plus profond de lui-même. En effet, sans le réaliser pleinement, il avait suivi les traces de son mentor. La boucle était bouclée. Le jour de l'inauguration de la fondation arriva enfin. Sous un ciel d'un bleu parfait, une foule diverse s'était rassemblée devant le bâtiment décoré de banderoles colorées. Des officiels de la mairie côtoyaient des habitants du quartier, des journalistes se mêlaient aux travailleurs sociaux et aux enseignants des écoles environnantes. Au premier rang, Élise et Sophie, élégantes dans leurs robes assorties, observèrent la scène avec une excitation contenue. Mathieu monta sur l'estrade improvisée, momentanément intimidé par tous ces regards tournés vers lui. Habituellement à l'aise devant n'importe quel auditoire professionnel, il se sentait étrangement vulnérable en cet instant où il dévoilait non pas une nouvelle technologie ou une stratégie d'entreprise, mais une part profondément personnelle de son histoire. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui », commença-t-il. « La Fondation Claudette Moreau n'est pas seulement un lieu d'aide et d'apprentissage, c'est aussi un hommage à une femme extraordinaire qui a changé d'innombrables vies par sa générosité et sa foi inébranlable, en la capacité de chacun à s'élever au-dessus de ses circonstances. » Il raconta brièvement comment Claudette l'avait aidé, lui, un enfant des rues sans avenir apparent, à trouver sa voie. Comment, des années plus tard, le destin avait placé ses petites filles sur son chemin, créant une connexion qui transcendait le temps et les circonstances. Cette fondation est un rappel que les actes de bonté ne sont jamais perdus, poursuivit-il. Il crée des ondes qui se propagent de bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Claudette Moreau a planté une graine il y a plus de 30 ans, et aujourd'hui, cette graine devient un arbre qui, nous l'espérons, offrira abri et soutien à de nombreux enfants. Son discours fut suivi de celui de Madame Martinez, qui évoqua avec émotion sa longue amitié avec Claudette et leur vision partagée d'une éducation inclusive et bienveillante. Puis vint le moment que tout le monde attendait, l'ouverture officielle des portes. Mathieu invita Élise et Sophie à le rejoindre pour couper le ruban. Avec Henri à leur côté, ils formaient un tableau qui résumait parfaitement l'esprit de la Fondation. La famille redéfinie, la résilience, la seconde chance, le pouvoir transformateur de la bienveillance. Les semaines qui suivirent virent la Fondation prendre vie. Les premiers enfants arrivèrent, d'abord timides, puis de plus en plus confiants à mesure qu'ils découvraient ce lieu qui leur était dédié. Les activités se diversifièrent, soutien scolaire, ateliers artistiques, initiation à l'informatique, sport, jardinage. Henri commença ses ateliers d'ébénisterie, rapidement populaires auprès des adolescents qui trouvaient dans le travail du bois une forme d'expression et de valorisation. Élise et Sophie s'impliquèrent avec passion. La première organisait des clubs de lecture pour les enfants de son âge, partageant son amour des livres avec une éloquence qui impressionnait même les adultes. La seconde, avec son énergie contagieuse, aidait aux activités des plus jeunes, inventant des jeux et des histoires qui les faisaient rire et apprendre simultanément. Mathieu, malgré ses responsabilités professionnelles, trouvait toujours du temps pour la Fondation. Il y passait régulièrement en fin de journée, souvent accompagné d'experts dans divers domaines qu'il avait convaincus de partager leurs connaissances avec les enfants. Certains week-ends, il organisait des sorties culturelles, musées, théâtres, concerts, ouvrant des horizons nouveaux à des jeunes qui n'avaient parfois jamais quitté leur quartier. Un soir d'automne, alors que les premiers frimas commençaient à teinter Paris d'or et de rouille, Mathieu se tenait dans l'entrée de la Fondation, observant la scène devant lui. La journée touchait à sa fin, et les derniers enfants partaient, leurs sacs remplis de livres prêtés et leurs visages illuminés par cette attention dont ils avaient tant besoin. Dans la bibliothèque,
Élise rangeait des ouvrages, discutant avec animation avec Madame Martinez de leur prochain projet, une série d'ateliers d'écriture créative. Dans la salle principale, Henri et Sophie terminaient de nettoyer les tables après, un atelier artistique particulièrement enthousiasmant, leur rire se mêlant dans une harmonie qui réchauffait le cœur. C'était une scène ordinaire, sans éclat particulier, sans moment dramatique. Et pourtant, pour Mathieu, elle contenait toute la beauté du monde. Car dans cette simplicité se trouvait l'essence même de ce qu'il avait cherché toute sa vie sans le savoir, l'appartenance, la connexion, le sentiment d'avoir un impact positif sur les autres. Le parcours avait été long depuis cette soirée au Grand Véfour où il avait croisé le regard d'une enfant affamée derrière une vitre. Long et imprévisible, jalonné de découvertes, de défis, de moments de doute et d'autres de certitude absolue, un chemin qu'il avait mené non pas vers plus de succès ou de richesse matérielle, mais vers quelque chose d'infiniment plus précieux. Une richesse d'âme qu'il n'aurait jamais cru possible. À l'étage, dans le bureau principal de la Fondation, une photographie encadrée trônait sur le mur. Elle montrait Claudette Moreau devant son atelier des mots, entourée d'enfants souriants, dont un jeune Mathieu à l'air méfiant mais plein d'espoir. À côté, une photographie plus récente. Mathieu, Élise, Sophie et Henri devant la Fondation le jour de son inauguration, leurs visages rayonnant de joie et de fierté partagée. Ces deux images, séparées par des décennies mais unies par un même esprit, racontaient une histoire de transmission, de guérison, de cycles brisés et recréés. L'histoire d'un homme qui avait tout et qui ne se sentait chez lui nulle part jusqu'à ce qu'il tende la main à deux enfants qui avaient besoin de lui autant qu'il avait besoin d'elle. Mathieu? La voix d'Élise le tira de sa rêverie. « On est prêt à partir. » Il se tourna vers elle avec un sourire. « J'arrive. » Ensemble, ils éteignirent les lumières et fermèrent les portes de la Fondation, non pas pour la quitter, mais pour y revenir le lendemain et tous les jours suivants, continuant à construire ce que Claudette avait commencé, un monde où chaque enfant avait la chance de découvrir sa propre valeur. Et tandis qu'ils marchaient dans les rues de Belleville, Mathieu entre Élise et Sophie, Henri à leur côté, ils formaient une image parfaite de ce que la vie pouvait offrir quand on osait ouvrir son cœur. Non pas une famille définie par les conventions, mais une constellation d'âmes choisissant jour après jour de se soutenir, de s'aimer, de grandir ensemble. Car comme l'avait enseigné Claudette Moreau à tous ceux qui avaient eu la chance de la connaître,